Avez-vous déjà profité de rabais sur des sites comme Groupon? Le principe est simple. En faisant des achats en groupe, on obtient des prix plus intéressants et on économise. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de rabais aujourd'hui? C'est que des citoyens ont commencé à se regrouper dans des communautés énergétiques pour profiter des mêmes rabais pour leur électricité. Acheter des panneaux solaires en groupe, c'est meilleur marché et ça peut être bon pour la planète. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va remettre en question le système énergétique tel qu'on le connaît aujourd'hui? Est-ce la fin d'entreprises comme Hydro-Québec? Voici ce à quoi on tente de répondre dans cette Minute Éclair. Qu'est-ce qu'une communauté énergétique? Avant d'aller plus loin, il faut quand même expliquer ce qu'est une communauté énergétique. Dans les dernières décennies, les équipements pour produire des énergies renouvelables sont devenus de plus en plus accessibles tant au niveau de leur prix que de leur taille. Évidemment, s'acheter un gros barrage hydroélectrique n'est pas pour tout de suite. Mais s'acheter une éolienne ou un panneau solaire, oui. Des groupes de citoyens et de petites entreprises ont donc décidé de se regrouper pour faire l'acquisition de ces équipements pour ensuite produire et consommer leur propre énergie. Une façon plus verte de consommer de l'énergie, en plus de permettre à des personnes plus isolées de s'approvisionner. Louis de Fontenelle, maître de conférences en droit public et titulaire de la chaire partenariale E2S UPPA Move, nous en dit davantage. Les communautés d'énergie auxquelles je me suis intéressé, initialement c'était des formes coopératives, c'est-à-dire une assemblée de gens, ça peut être des personnes physiques, des citoyens, ou des personnes morales, des entreprises qui, entre eux, structurent un collectif pour justement mettre en place une unité de production d'énergie et consommer cette énergie. Et les communautés d'énergie, c'est le concept qui vient englober ça. Au départ, ce sont donc des groupes qui se sont créés spontanément. Mais comme ces communautés soulèvent beaucoup de questions, on y reviendra plus tard, les gouvernements en viennent à les encadrer. C'est assez fréquent en réalité dans le domaine de la transition énergétique et environnementale, c'est que on voit qu'il y a un certain nombre de pratiques ou de technologies ou de comportements en fait que n'avaient pas prévu le droit, qui n'avaient pas prévu les pouvoirs publics et qui d'abord émergent dans la société et qui ensuite vont être captés par le droit qui va encadrer ça, donner des formes, éventuellement soutenir, parfois interdire quand ça ne lui convient pas. Et les communautés d'énergie, c'était ça. À la base, c'était des collectifs citoyens qui se structuraient pour monter leur petite éolienne, leur parc photovoltaïque, leur unité de production de biométhane. Donc, c'était cet ensemble de collectifs-là. Et en fait, le législateur a saisi cette pratique sociale pour venir l'encadrer par le droit. Donc là, en l'occurrence, c'est le droit de l'Union européenne. Est-ce la fin des grands réseaux d'énergie? À première vue, ça semble idéal. Les citoyens s'organisent eux-mêmes, sans l'aide de l'État, pour produire leur propre énergie renouvelable. Alors, il est où le problème? Tout d'abord, il faut comprendre que, malgré leurs ambitions, les communautés énergétiques ne sont pas complètement indépendantes du réseau centralisé. Même si vous achetez des panneaux solaires, vous pourriez bien avoir besoin de l'électricité de votre fournisseur, si le temps est gris. Et ça a un coût. La première chose, c'est que si ces communautés d'énergie, elles s'appuient sur le réseau d'énergie, c'est-à-dire en gros, vous mettez des panneaux photovoltaïques, ils vont produire de l'énergie, mais le problème, c'est que c'est une énergie intermittente. On est d'accord, le soleil éclaire le panneau photovoltaïque, mais c'est intermittent, si on n'a pas de solution de stockage. Et du coup, vous allez être obligé à certains moments d'aller chercher sur le réseau l'énergie dont vous avez besoin au moment où votre panneau photovoltaïque il produit plus. Pareil pour une éolienne s'il n'y a pas de vent. Et le souci qu'il va y avoir, c'est que du coup, ces communautés, parfois, elles vont avoir besoin d'être raccordées au réseau pour fournir de l'énergie de manière continue aux consommateurs finaux. Et ça coûte cher. En fait, ça a un coût d'investissement pour le réseau parce qu'il faut parfois renforcer le réseau pour permettre à ces communautés d'énergie de pouvoir se greffer. Il y a aussi un problème d'équité. On pourrait croire que le fait que les communautés gèrent elles-mêmes leur propre électricité, ça rend le tout plus équitable pour tout le monde. Mais ce n'est pas si simple. Le réseau avait été conçu pour attirer cette électricité et ensuite la transporter sur l'ensemble du territoire, mais selon des principes de service public qui fait que où que vous soyez sur le territoire, vous payez le même prix de transport.
Et ça, c'est en quelque sorte une mutualisation, une collectivisation des efforts qui permet justement, cette mutualisation, elle permet à chacun de pouvoir accéder à l'énergie à bas prix. En réalité, croyant bien faire en développant les énergies renouvelables, en décentralisant les réseaux, voire en sortant du réseau, en faisant du off-grid, comme on dit, et bien finalement, on peut abaisser des considérations de service public qui pourtant sont bien utiles aux gens qui sont les plus pauvres énergétiquement parlant, voire pauvres tout court. Il n'en demeure pas moins que c'est un modèle appelé à gagner en popularité. Est-ce la fin des réseaux électriques tels qu'on les connaît ? En tout cas, c'est une transformation, je ne sais pas si c'est la fin de ces grands réseaux d'énergie, mais c'est une transformation d'un système, d'une transition d'un système à un autre. C'est certain que les communautés d'énergie vont avoir des impacts assez conséquents sur les réseaux traditionnels, d'un point de vue économique, d'un point de vue technique. C'est difficile aujourd'hui d'évaluer exactement quelle sera la portée de ces impacts, et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont en quelque sorte un impératif de bonne régulation, de la façon dont cette transition va se faire du monde d'aujourd'hui au monde énergétique de demain. De quoi dépendra le succès de ces communautés énergétiques ? Bref, c'est difficile de prévenir l'avenir, surtout que les scientifiques n'aiment pas trop jouer à Nostradamus. Mais on peut quand même identifier quelques éléments qui vont déterminer le succès des communautés énergétiques. Alors le succès de ces communautés d'énergie dépendra très principalement, fondamentalement, sur la façon dont les citoyens vont s'en saisir. Ça, c'est la donnée clé. Et la question à $1 million, comment encourager cette fameuse participation citoyenne ? Il y a deux visions des choses. Il y a une vision, on va dire, plus étatique et une vision plus citoyenne. Il y a du top-down et du bottom-up, si on veut prendre des expressions anglaises. Du haut vers le bas, ça nécessite de la part des États d'informer, de former, de contribuer à l'éducation des citoyens, de les soutenir aussi fiscalement, financièrement, pour qu'ils puissent mettre en œuvre les investissements qui sont nécessaires à la mise en place de tout ça. Mais c'est pas suffisant. Pour avoir le sentiment d'être citoyen, il faut être convaincu de l'être. Donc, il faut que ce soit une identité. Et ces identités, elles se construisent par le faire, en quelque sorte. Et le faire ensemble. Et ça s'apprend pas qu'à travers, justement, des consignes qui sont données par l'État. Ça se fait concrètement, entre vous. C'est des choses toutes simples, hein. C'est entre voisins, à l'échelle d'un quartier, etc. Et je pense que la solution peut venir de la société civile. Des associations, des organisations non gouvernementales, mais même des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire que c'est là que doit se créer ce lien. Parce que c'est du lien social, en fait. C'est quasiment du pacte social, hein, qui peut mener justement à ces actions de coopération, de communauté, de collectifs citoyens. Comme on l'a vu, les communautés énergétiques représentent presque une révolution dans le domaine. On pourrait quasiment dire que c'est le consommé local de l'électricité. Mais c'est aussi une grande complexité et ça nous amène à penser globalement les politiques énergétiques, numériques, l'aménagement du territoire et j'en passe. Bref, un régal pour les juristes, mais un mal de tête pour les autres. Mais quand la récompense à la clé, c'est une transition plus écologique, ça vaut la peine de se casser un peu la tête.